question sur les objets connectés. Sont-ils le futur de la sémiologie psychiatrique? J'espère vous en convaincre et j'espère qu'on aura aussi un peu de temps pour en débattre. Alors, les objets connectés, de quoi parle-t-on? Et au risque d'en décevoir certains, je ne vais pas parler des objets connectés au courant électrique. Je ne vais pas parler non plus des connexions paranormales. Et je ne vais pas parler non plus des individus qui sont connectés à un objet et qui lui-même serait connecté à Internet. Alors quand on parle d'objets connectés, on parle d'appareils électroniques qui prend des mesures, qui les envoie à un serveur, qui stocke ces données sur le serveur et qui les rend sous forme de données statistiques. Ces objets peuvent être des smartphones, et on va prendre des exemples d'applications, des tablettes, des actimètres qui mesurent l'activité. Mais maintenant, il y a tout un tas d'objets qui sont connectés, qui proposent des données chiffrées. Il y a des raquettes de tennis maintenant, on a des tapis de sommeil qui sont connectés à la luminothérapie, on a des brossades connectés. Enfin, maintenant, tout est chiffré et tout est rendu sous forme de données statistiques. Alors, est-ce que ces objets peuvent être le futur de la sémiologie psychiatrique? J'ai envie de dire, mon titre est has-been en fait, parce que c'est déjà là. En 2003, donc en bleu vous avez les objets connectés, en rouge vous avez la population, les deux sont exprimés en millions. En 2003, la population était bien supérieure aux objets connectés. En 2007, il y a eu une inversion. En 2010, on avait 2 fois plus d'objets connectés que la population mondiale. En 2015, on a 5 fois plus d'objets connectés que la population. Donc en fait, ils sont déjà là. Et là, c'est une étude française, CREDOC, qui avait été commandée par le gouvernement français, qui montre des données issues de l'année 2014. Et ils se sont, donc, avant les années 2003, ils s'intéressaient aux gens majeurs, plus de 18 ans, qui se sont rendus compte qu'en fait, les objets connectés concernaient aussi les enfants, et donc est représentée à partir de 2003 la population supérieure à 12 ans. Vous avez le taux d'équipement, téléphonie, ordinateur, tablette, Internet à domicile, 90% téléphone fixe, 89% des téléphones mobiles, 82% d'un ordinateur, etc., etc. Bref, les gens sont multi-équipés. Et une enquête intéressante de la TNS Sofres qui portait chez les internautes qui avaient une maladie chronique. Et ils leur ont demandé est-ce que pour cette maladie, vous seriez prêt à utiliser une application de santé? 70% souhaiteraient avoir une application pour suivre leur maladie. Alors, quelques chiffres de ces applications de santé, il en existe 100 000. 50% des mobinautes ont une application santé. Et donc ça représente un enjeu économique colossal évident, et il a été évalué qu'en 2016, ça représentera environ 4 milliards de dollars. Donc il y a beaucoup d'enjeux évidemment autour de ces applications de santé. En tant que médecin, en tant que personnel soignant, on est du coup amené à se poser la question de ces données. Est-ce qu'elles peuvent être interprétées? Est-ce qu'elles peuvent être utilisées en pratique médicale? Alors, assez spontanément, comme ça, et je crois qu'on n'a pas besoin d'aller très loin dans l'argumentation, mais on imagine bien que ça facilite un accès aux soins, mais que ça doit répondre à certains impératifs, à des impératifs éthiques, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout mesurer, de sûreté sanitaire, il faut que l'appareil utilisé ne soit pas dangereux pour son utilisateur, et il faut que les données transmises soient également protégées, anonymisées. Après, on peut se poser la question de l'intérêt sémiologique, et on discute avec les confrères, il y en a certains qui sont préoccupés en se disant finalement est-ce qu'il ne va pas y avoir un appauvrissement des données de sémiologie par ces applications qui sont souvent basiques? Et surtout, est-ce qu'elles sont valides scientifiquement? Alors à ce titre-là, il y a une revue systématique récente. Revue systématique, ça permet de nous rassurer sur le fait que les auteurs ont screené, ont regardé l'ensemble de la littérature à la recherche d'études. Eux, ils se sont intéressés aux études comparatives sur portable ou tablette, spécifiquement en santé mentale. Ils ont identifié dans leur recherche 5464 résumés de cette littérature qui s'intéressaient aux troubles dépressifs, aux troubles anxieux, aux usages de substances, du sommeil, comportement suicidaire, automutilation, troubles psychotiques, troubles des conduites alimentaires, stress, jeux de plateau, etc., etc.
Donc beaucoup d'applications et beaucoup de sujets de psychiatrie qui sont traités par ces applications de santé. Et dans leurs critères d'inclusion de ces études-là, ils se sont intéressés aux études qui proposaient un test d'efficacité, soit en comparant les sujets avec eux-mêmes, c'est-à-dire avant l'intervention de l'application, puis lorsqu'ils avaient cette application, ou avec un contrôle, un groupe qui a l'application et un groupe qui n'a pas. Et c'est un peu décevant, parce qu'en fait, avec des critères qui sont quand même très larges, il n'y avait que 8 études comparatives qui évaluaient 5 applications de santé. 4 de ces applications proposaient un support pour les professionnels de santé, et seulement 2 de ces applications sur 5 étaient disponibles sur les librairies d'applications Apple Store, Android, Microsoft. Donc ça a un peu évolué depuis cette revue, mais on a quand même un disparate entre ce qui est proposé et ce qui est validé. Alors, les conclusions de ces auteurs, c'est quand même qu'elles peuvent être efficaces, et à ce titre, ils ont fait donc une partie un peu de méta-analyse de ces quelques études qui étaient présentes, donc ça vaut ce que ça vaut. Et donc en intragroupe, c'est ce que je vous disais, le sujet est comparé à lui-même, il montrait des tailles d'effet allant de 0,29 à 2,28. Pour mémoire, on considère qu'un effet est léger lorsqu'il est supérieur à 0,2, qu'il est modéré supérieur à 0,5, et qu'il est important lorsqu'il est supérieur à 0,8. Là, on est plutôt dans les tailles d'effet modérées à élevées. Et pour les comparaisons entre des gens qui avaient cette application et d'autres qui utilisaient leur smartphone de manière habituelle, on avait des effets là qui étaient un petit peu plus légers à modérés. Donc il concluait évidemment que ça permettait par contre à un certain nombre de sujets d'avoir plus facilement accès aux soins. Et il mettait une alerte sur le fait que pour la très grande majorité de ces applications disponibles, il y avait un manque de preuves scientifiques de leur efficacité. Ils alertaient aussi sur le fait que le public a besoin de savoir comment identifier ces quelques applications qui ont montré une validité scientifique. Alors il y a quelques initiatives, notamment les Anglais ont été assez en avance sur cet aspect-là, et donc les services de santé anglais, la NHS, propose la Health Apps Library, qui est une sorte de catalogue avec toutes les applications conseillées par la NHS. La Haute Autorité de Santé en France, elle, propose plutôt et conseille d'utiliser les applications qui possèdent un label qui est le O-Code et qui certifie et valide le contenu issu des professionnels de santé. Alors, comment tester cette efficacité? Et là, je vais prendre un exemple, plus à but de discussion et d'échange avec vous. Alors, il y a une application, l'application appelée Monarca, qui propose une autosurveillance électronique quotidienne dans le trouble de l'hyper. Et le but, c'est de prévenir les récidives cliniques. Alors, je ne sais pas si j'ai le pointeur, si. Alors, ici, donc, vous avez la page d'accueil. Vous avez 5 onglets. Premier onglet qui propose des auto-évaluations. Lorsque vous cliquez sur cet onglet, ça vous amène là. Et vous pouvez coter votre humeur. 0, vous êtes stable. 1, 2, 3, en fonction de votre humeur. Et quand vous êtes plutôt sur la version dépressive, vous cotez -1, -2, -3. Un onglet sommeil. Un onglet traitement prix, vous pouvez indiquer où vous en êtes. Un onglet d'activité, pour montrer quel est votre niveau d'activité, et ça fonctionne un peu comme votre humeur. Si vous avez des anomalies de sommeil et si vous avez trop de temps passé dans la télévision, vous avez un rendu sur le deuxième onglet sous forme de graphe. Ici est représenté la forme au cours des différents jours. Ici est représenté le sommeil sur les différents jours. Ce sont des Scandinaves, donc ils n'ont pas tout traduit. Sauf ça veut dire sommeil. Ici, vous avez les actions to take. Donc là, par exemple, ils indiquent, excusez-moi, je fais un peu Star Wars avec ma souris. Donc là, par exemple, le sujet indique qu'il n'y a pas assez de sommeil, qu'il faut faire attention à ses rythmes. Il indique que là, il y a des difficultés de sommeil dans la chambre, et que ça commence à être un problème, qu'il y a un excès de télévision, etc. Dans cet onglet, vous avez des traitements.
et vous pouvez mettre aussi tout un système d'alerte en fait, sur les prises de traitement ratées, etc. Alors il y a une première étude qu'ils ont réalisée qui vient de sortir, qui a été publiée dans Bipolar Disorders, où ils ont testé 61 patients âgés de 18 à 60 ans, tous avaient ce même programme d'autosurveillance. Ils l'ont eu pendant 6 mois, et ce qu'ils montrent tout d'abord, c'est que les données qu'ils indiquaient de leur humeur et de leur activité corrélaient négativement avec l'échelle de dépression, c'est la Hamilton, c'est-à-dire que plus l'humeur était haute et plus l'activité était importante, et moins le sujet était déprimé. Par contre, ça corrélait positivement avec l'échelle de Denis, c'est-à-dire plus le patient avait des symptômes maniaques. Ils retombaient sur leur pied, ils étaient contents, ils mesuraient effectivement bien ce qu'ils avaient l'intention de mesurer. Après, ils ont essayé de s'intéresser aux paramètres du téléphone, et ce qu'ils ont observé, c'est que plus la durée de ces appels sortants et entrants par jour augmentait, et plus les scores à l'échelle de dépression augmentaient. Par rapport aux symptômes maniaques, ils ont trouvé que le nombre d'appels, mais aussi la durée, comme pour les symptômes dépressifs, augmentait avec ces symptômes maniaques. Concernant les SMS, il y avait plus de SMS qui étaient émis en fonction d'un score plus élevé à l'échelle de manie. De manière intéressante, ils ont montré que ces données objectives permettaient de discriminer efficacement les différentes phases, patient en rémission, patient en épisode maniaque, patient dépressif. Donc il avait un bon outil pour caractériser l'état thymique. Et en plus, il pouvait coter si la phase thymique était légère, modérée ou sévère. Donc, il montre que les données électroniques collectées avec smartphone, elles corrèlent chez les patients avec un symptôme dépressif et maniaque et qu'elles permettent de différencier ces différentes phases thymiques. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les applications smartphone peuvent être utiles sur le plan sémiologique et sur le plan du suivi en temps réel de l'activité du trouble bipolaire. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Qui est d'accord pour s'arrêter là et utiliser cette application? Voilà, je peux Manuel qui lâche la tête, pas très content. Vous avez raison de ne pas être très content parce que finalement il montre que c'est un bon objet de mesure, mais ça ne signifie pas qu'il est efficace sur le plan thérapeutique. Et ça, c'est leur deuxième étude. Donc, ils ont procédé à un essai randomisé. Il y avait 78 patients avec troubles bipolaires qui étaient âgés de 18 à 60 ans. Ils ont été aussi suivis pendant 6 mois. Ils étaient randomisés en 2 groupes. Un groupe qui avait ce smartphone avec une autosurveillance journalière et un autre groupe qui utilisait un smartphone d'utilisation classique. Ils sont dans l'intention de traiter et ils ne montrent aucun effet significatif de cette autosurveillance journalière. Et en fait, ils montrent même plutôt la tendance inverse, c'est-à-dire que les gens qui avaient l'application Monarca avaient tendance à être plus dépressifs que le groupe avec intervention. Il faut quand même réussir à publier ça dans la psychologie de la médecine, et tant mieux, il faut savoir publier des résultats négatifs, des bons résultats négatifs. Donc on a plutôt une application qui a tendance à aggraver les symptômes, d'hypothèses sur pourquoi ça aggrave, est-ce que le patient se concentre un peu trop sur ces symptômes thymiques, que du coup ça entraîne plutôt une symptomatologie dépressive. Je pense qu'on peut en débattre longtemps. Donc les résultats sont plutôt en défaveur de l'intégration à la pratique clinique, et du coup, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on se rend bien compte que c'était des évaluations un peu grossières quand même, qui étaient faites, le nombre d'appels, le nombre de SMS, c'est pas si mal, mais on se dit quand même, est-ce qu'on ne peut pas raffiner un peu ces mesures et pourquoi pas aussi utiliser des mesures objectives telles que l'actimétrie. Donc l'efficacité de ces applications peut-elle passer par le raffinement sémiologique des mesures, et c'est la deuxième partie de mon topo. Tout d'abord, je vais prendre 2 exemples. Un premier exemple d'actimétrie-actigraphie, et l'actimétrie-actigraphie, je ne sais pas si vous connaissez, mais probablement, maintenant c'est en vente libre partout, dans la FNAC, dans la l'article, sur Amazon. Et les gens sont tous connectés, vous avez la Apple Watch maintenant, et les Watch qui proposent ça. Et c'est un outil de mesure écologique, c'est-à-dire que le sujet est dans ses conditions de vie naturelles, de son activité en fonction du temps. Alors là, c'est un exemple d'actigraphie chez des patients atteints de troubles bipolaires. L'encadré A et l'encadré B, c'est un patient avec trouble bipolaire de 37 ans, et l'encadré C, c'est un sujet, c'est un homme sain. L'encadré A, donc plus l'activité est importante et plus
le tracé se noircit, et sur la partie inférieure, vous avez les horaires de la journée. Donc ici, par exemple, la nuit, pas vraiment la nuit parce que ça se couche un peu tôt, mais vers 20h à 6h du matin, on voit qu'il y a une activité nocturne très très importante, un sommeil très superficiel, très fragmenté, très mauvaise qualité. Là, on a une phase de stabilité thymique, et on voit que le sujet dort un peu mieux, mais il y a quand même une très très grande variabilité de ses rythmes, d'un jour à l'autre, et un sommeil qui n'est pas de si bonne qualité que ça lorsqu'on compare à un sujet contrôle, où là on a franchement une diminution assez franche de l'activité au cours de la nuit, et avec un sommeil de meilleure qualité. Donc sans rentrer dans des chiffres ou des données statistiques, de manière très macroscopique comme ça, on se rend compte qu'il y a quand même une très très grande différence entre ces différents sujets. Là, c'est un autre exemple d'une étude qu'on a fait où les patients sont enregistrés 3 semaines. Donc, sur une ligne, vous avez 2 journées, intercalées d'une nuit. À gauche, un patient avec trouble bipolaire en rémission. À droite, un sujet sain. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très très grande variabilité des rythmes par rapport au sujet sain. Des nuits qui sont de bien meilleure qualité, avec un temps variable au cours de la nuit. Et pour ceux qui ont l'habitude un peu d'être assez actigraphique, vous l'avez probablement remarqué, tous les week-ends, le patient se décale complètement, il se couche vers 7h du mat, tous les week-ends. On a l'exemple typique d'un syndrome de retard de phase, qui est très 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 associé au trouble bipolaire. Tu l'as vu, Jean-Pierre ? Voilà. Alors, lorsque on s'intéresse aux paramètres moyens d'actigraphie sur ces 21 jours, on a comparé 26 sujets, c'est la première colonne qui était en rémission totale, qui avait un score aux échelles de dépression et d'anémie inférieure de 5, c'est le nombre de 26. 10 sujets contrôle au nombre de 29. On les a comparés en contrôlant sur un ensemble de facteurs de confusion qui sont connus pour agir sur le sommeil, l'âge, le sexe, la somnolence, la présence de symptômes résiduels thymiques, le poids et le risque d'avoir une apnée du sommeil. Et ce qu'on montrait, c'est que la durée du sommeil chez les patients avec trouble bipolaire en rémission est plus importante que chez les sujets contrôle. Il y a une latence d'endormissement qui est également plus importante. Par exemple, en moyenne, on a 25 minutes pour s'endormir contre 11 minutes chez les sujets contrôle. Une efficacité du sommeil qui est moins bonne, 80% versus 85%. Une fragmentation de ce sommeil qui est également plus importante. Et une stabilité qui est moins bonne. Ça, c'est des choses qui avaient déjà été démontrées. On l'a confirmé par la suite par une méta-analyse. Il y a 8 études, c'était connu. L'originalité de ce travail, c'était de s'intéresser à la variabilité en fait, de ces paramètres sur les 21 jours. Et ça nous semblait pertinent cliniquement parce qu'on avait la sensation que les patients avaient une très très grande variabilité de leur rythme et avaient vraiment des habitudes de vie assez chaotiques. Et quand on s'intéresse à cette variabilité, on montre qu'effectivement le temps passé au lit est plus variable chez les patients bipolaires en rémission comparé à des sujets contrôle, à une durée du sommeil qui est également plus variable, une efficacité du sommeil qui est plus variable, et une index de fréquentation qui est également plus variable. Dans une dernière étape, on a essayé de prédire, à l'aide de ces mesures, si le patient était un sujet bipolaire en rémission ou si c'était un cas contrôle. Et on a essayé d'identifier quels paramètres permettaient de classer correctement ces sujets. En 90% du temps, on arrivait à classer correctement ces sujets sur la durée de sommeil mesurée en actigraphie, la latence d'endormissement, la variabilité de cet index de fragmentation et le retentissement diurne qui était enquêté et investigué par une échelle de sommeil. Donc, ce qu'on montre, c'est que l'actimétrie peut être une aide à la caractérisation sémiologique fine des anomalies du sommeil et des rythmes. Une combinaison de mesures subjectives et objectives permet de discriminer des patients avec trouble bipolaire en rémission de sujets sains. On est d'accord, le trouble bipolaire est une maladie du sommeil et des rythmes. Que la moyenne, mais aussi la variabilité de ces mesures présente un intérêt sémiologique. Et j'insiste sur le côté de variabilité, parce que probablement que les applications devraient s'intéresser aussi au delta chez les individus, aux modifications de ces activités intra-sujets, plutôt que la moyenne des paramètres, ce qui est souvent fait. Que l'actigraphie et ces questionnaires peuvent être facilement transposés en clinique psychiatrique, avec des objectifs de mieux traiter, de mieux caractériser les troubles, de mieux les traiter, et de diminuer les rechutes des patients avec troubles bipolaires. Et ça reste à démontrer.
J'aimerais prendre un dernier exemple de raffinement sémiologique et vous parler des problèmes des hallucinations chez l'enfant, qui est un problème excessivement fréquent et qui touche 8 à 10% des enfants. C'est une évaluation clinique difficile, ne serait-ce que par la complexité des phénomènes hallucinatoires, mais aussi évidemment par la population d'enfants. Il a été créé une application, l'application Masque, il y a un site internet, il y a aussi un stand de CFP, je vous invite à aller voir ce stand, vous pourrez tester cette application, soutenir le projet, parce que le but c'est que cette application soit par la suite gratuite. Et cette application compose trois grands volets que je vais vous détailler brièvement. Un premier volet qui est le volet rose, qui est l'interface utilisateur, l'interface enfant, où il va devoir répondre à un ensemble de petites questions, je vais donner un petit exemple, qui va investiguer les différentes modalités hallucinatoires sensorielles, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vision, aussi des tâches cognitives, on va essayer d'examiner le niveau de théorie de l'esprit, les processus imaginatifs. Il y a une partie qui est la partie verte qui est destinée aux professionnels de santé, qui va pouvoir avoir un résumé de ces différentes évaluations et suivre de manière longitudinale cette évaluation. Et l'ensemble de ces données sont anonymisées et protégées. Alors voici un exemple de cette interface où, du coup, est dit à l'enfant comment te sens-tu quand tu vois ces formes ou ces points. Et l'enfant indique en cliquant « Je suis inquiet, j'ai très peur, je ne suis pas du tout inquiet ». Voici l'interface proposée aux professionnels de santé, où vous avez une proposition d'un profil représenté, ici trouve le bénin, les modalités qui sont appliquées, ici principalement négatives, et des scores annexes de fiabilité de cette mesure, d'imagerie mentale et de théorie de l'esprit, si elle a été acquise ou non. À la partie droite, vous voyez qu'il y a un suivi graphique de ces différentes évaluations. Donc on voit que des applications comme ça peuvent aussi permettre d'aider à décrire de manière fine la sémiologie de phénomènes hallucinatoires complexes, également chez les populations difficiles à interroger. En conclusion, le traitement des données des objets connectés est possible à visée médicale. Ces objets facilitent l'accès aux soins. Ces objets ont aussi une efficacité thérapeutique qui doit être démontrée, qui doit être évaluée, et on a vu que c'était très insuffisamment le cas. Il y a un intérêt du raffinement sémiologique, tout d'abord pour mieux caractériser les troubles, et mieux les caractériser, ça permet de mieux les dépister et de mieux les diagnostiquer. Mais ça permet aussi d'avoir des identifications de cibles thérapeutiques précises, et si on veut proposer des algorithmes de stratégie thérapeutique à nos patients, il faut qu'on ait pu bien les identifier et bien les caractériser. Alors, il y a aussi un certain nombre d'impératifs, des impératifs éthiques évidemment, des impératifs de sûreté sanitaire, on en a dit. De protéger les données de ces patients, elles ne peuvent pas circuler n'importe comment, et malheureusement il y a beaucoup d'applications, on ne sait pas trop où les données vont, comment elles sont utilisées. Une efficacité en matière de santé individuelle et globale, et ces applications ne doivent pas aggraver, et encore une fois, il faut le démontrer, parce que probablement que certaines d'entre elles aggravent. Et il y a une nécessité d'information au grand public, et je pense que le gouvernement français devrait se saisir aussi de ces nouvelles applications de santé, parce qu'il y a une répercussion sur la santé, et c'est donc un problème de santé publique. Voilà, et je finis par une citation que je trouve pleine d'optimisme. L'humanité est vouée au progrès à perpétuité. Je vous remercie.